Bienvenue à notre célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes vraiment heureux de vous présenter aujourd'hui ce que nous avons devant nous. Je tiens à remercier tous nos collègues d'à travers le monde de nous avoir rejoints. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de célébrer la Journée internationale de la femme. Et nous allons discuter des outils d'évaluation et la qualité de la vie liée à la santé pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Je suis Don Rotellini, je suis membre du conseil d'administration de la FMH et je suis également en- à la tête de la Fondation nationale pour les troubles de la coagulation aux États-Unis. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes passé par ici auparavant. Je revois beaucoup de visages que je connais. Mais pour ceux qui ne le savent pas, nous avons l'interprétation en direct. Donc, sur votre tablette ou votre ordinateur, choisissez la langue de votre choix. Si vous avez un ordinateur, c'est en bas de votre écran. Sélectionnez le langage de votre préférence. Si vous êtes anglophone, choisissez le canal anglais parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir une présentation en espagnol. Donc, faites-le maintenant afin que vous puissiez entendre toutes les présentations. Il y a également une option de mettre en sourdine l'audio original en anglais si elle est un peu envahissante. Et pour les téléphones portables, la même information, un peu différente. Vous verrez qu'il y a 3 points en bas à droite de votre écran sur lesquels vous pouvez cliquer et vous pouvez choisir le canal d'interprétation. Nous avons l'interprétation vers l'anglais, le français, le russe, l'espagnol et l'arabe. Et puis cliquez sur Terminer. Diapo suivante. Et ensuite, pour poser des questions, nous voulons certainement avoir une session questions-réponses à la fin de nos présentations aujourd'hui. Donc, pour poser une question, sélectionnez la fonction questions-réponses que vous voyez ici et puis inscrivez votre question. Nous avons hâte d'entendre vos questions et nous voulons nous assurer que vous ayez les réponses que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je suis très passionné parce que nous allons présenter. Nous allons y plonger tout de suite, mais voici notre ordre du jour. Nous allons parler de quels sont les outils d'évaluation des saignements et quels impacts cela a sur les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Et une fois que l'on comprend comment ces outils sont utilisés, comment vous pouvez les utiliser vous-même pour faire un auto-plaidoyer. Sans plus, diapo suivante. Voici nos intervenantes aujourd'hui. Je suis tellement heureuse d'accueillir Johanna Davies du Royaume-Uni, Megan Pike du Canada, Victoria Price également du Canada, Aizat Aidarbekova du Kyrgyzstan, Amanda Brito Del Pino de l'Uruguay et moi-même, Don Rotellini des États-Unis. Donc nous allons démarrer. Passons à la diapo suivante. Nous avons un sondage tout d'abord. Mais avant de commencer, je veux présenter notre première intervenante. Elle est Johanna Davies. Après avoir reçu son diplôme de l'Université de Glasgow, la docteure Johanna Davies a suivi une spécialisation à Londres, a fait un master en recherche et a reçu son doctorat de l'Université Collège de Londres. Sa recherche s'est portée sur des évaluations de l'endométriose chez les femmes atteintes de troubles de la coagulation. Elle travaille également au Royal Free Hospital de Londres en gynécologie aiguë à l'université de Saint-Georges, l'hôpital universitaire de Saint-Georges à Londres. Donc, faites le sondage et dites-nous si vous êtes ici en tant que professionnel de la santé, en tant que personne souffrant d'un trouble de la coagulation, un membre du personnel ou volontaire d'une ONM, le régulateur ou l'autorité de surveillance ou un représentant de l'industrie ou si vous êtes ici pour une autre raison. Vous pouvez cliquer sur sur l'écran pour compléter le sondage. Donc, un pour personnel de la santé, 2 pour une personne souffrant d'un trouble de la coagulation, 3 pour un membre du personnel ou une volontaire d'une
ONM. 4 si vous êtes travaillez pour le régulateur ou l'autorité de surveillance. 5 si vous représentez l'industrie. Et 6 pour autres. Donc nous pouvons, je pense, passer à la diapo suivante. Donc quelles sont nos réponses? Ah, excellent. Je vois vraiment que nous avons une forte représentation pour les professionnels de la santé, pour les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation et nos volontaires et membres du personnel des ONM. Et je vois des représentants de l'industrie également. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir une communauté qui soutient les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Quel que soit votre rôle, nous ne pouvons pas le faire en tant qu'individu. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Et il faut que nous travaillions tous ensemble vers nos objectifs. Donc sur ce, Johanna, je vais vous donner la parole et nous vous verrons à la fin. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité pour faire cette présentation sur l'évaluation de la coagulation et les outils de qualité de la vie. Donc, quels sont ces outils? Eh bien, ce sont des outils utiles que nous pouvons utiliser pour évaluer la sévérité des symptômes de saignement, surtout pour les saignements menstruels abondants. Et nous pouvons également les utiliser lorsque nous avons une patiente qui se présente avec des saignements menstruels abondants pour déterminer si elle a un trouble de la coagulation sous-jacent. Est-ce que vous pouvez faire une diapositive pour moi? Je ne pense pas que ça fonctionne pour moi. Merci. Donc, ces outils peuvent être utilisés pour aider à discriminer laquelle de ces femmes peuvent avoir des troubles de la coagulation hérités et qui méritent une investigation approfondie. Donc, le, cet outil est très utile spécifiquement pour cette utilisation. Ces outils sont également utilisés dans la recherche et dans la pratique clinique pour aider à évaluer l'efficacité des traitements. Donc, comment est-ce que nous quantifions les pertes de sang menstruelles? Dans les années 80, il y a une étude qui a été réalisée qui s'appelait la méthode d'hématine alcaline avec un groupe de femmes qui allaient subir une hystérectomie pour des saignements menstruels abondants. Et dans les années 80, c'était le seul traitement disponible, malheureusement. Donc, on a demandé à ces femmes d'aller collecter tous leurs produits sanitaires utilisés lors d'un cycle menstruel et de collecter tout le sang lors de ce cycle. Et à la fin du cycle, ils ont analysé tous les produits qui ont été dissous dans un bac d'acide et l'hémoglobine a été transformée en hématine et ils ont utilisé la spectrométrie pour quantifier la quantité de sang perdu lors du cycle. Et sur ce, ils sont tombés sur le critère de 80 millilitres comme étant abondant ou excessif. Et 5 femmes sur les 21 n'avaient pas de saignement menstruel abondant et donc les hystérectomies n'étaient pas nécessaires. Nous allons revenir sur cela. Au cours des années, il y a d'autres méthodes utilisées pour évaluer la quantité de saignement menstruel abondant. Donc évidemment, il y a une différence entre les mesures subjectives et objectives. Et par là, je veux dire que subjectif, ça peut être très individuel et ça peut dépendre de la perception de l'individu sur ces règles. Et bien sûr, dans des familles où il y a des troubles de la coagulation hérités, souvent la mère aura également des saignements abondants, la tante également. Donc vous percevrez peut-être que votre saignement est normal et non pas abondant, et vice-versa. Donc si vous avez l'habitude d'avoir des règles peu abondantes et après avoir eu quelques enfants, elles peuvent sembler plus lourdes, plus importantes pour vous. Mais la mesure objective est plus scientifique. Cependant, on ne peut pas demander aux femmes de faire une mesure quantifiable à chaque cycle menstruel. Donc l'autre méthode,
c'est le tableau figuratif d'évaluation des saignements. Peut-être que vous en avez déjà complété un, peut-être que vous l'utilisez dans votre pratique clinique ou pour la recherche. Donc, c'est un tableau où nous demandons aux femmes d'inscrire le nombre ou la quantité et quel type de produits sanitaires elles ont utilisé lors de leurs règles. Et on atteint une note, un score. Et nous savons qu'une note de plus de 100% a une bonne corrélation avec les saignements menstruels abondants. Un score de plus de 185 est souvent corrélé avec l'anémie et les saignements menstruels abondants. Et nous demandons aux femmes de compléter ce tableau de manière prospective pendant 3 mois. Mais le problème, c'est que souvent, les femmes et les filles attendent jusqu'à un an dans les services de la santé pour voir leur gynécologue. Et lorsque vous vous présentez, vous voulez commencer un traitement aussitôt que possible. Donc cela peut sembler, une évaluation de 3 mois peut sembler très longue. Ça peut être frustrant. Donc, nous avons maintenant une application de suivi de la menstruation qui est beaucoup plus utile. On peut l'utiliser pour faire son propre plaidoyer. Donc, lorsque vous allez chez votre gynécologue, vous pouvez leur montrer votre note. Et c'est utile également pour les professionnels de la santé ainsi que pour les femmes de voir quelles réponses elles ont eues au traitement. Par exemple, on vous a donné des médicaments tels que la pilule ou de l'acide tranexamique. Et vous pouvez dire, regardez, mon score, ma note n'a pas changé, donc ça ne fonctionne pas. Et il me faut quelque chose d'autre. Mais cependant, je dirais que le critère de 80 millilitres n'est pas si important que ça. Est-ce la quantité ou l'effet des saignements menstruels abondants qu'il a sur votre qualité de la vie? Nous savons que les saignements abondants ont un impact important sur beaucoup des aspects de la vie d'une femme. Ça peut être une limitation des activités quotidiennes, du temps perdu au travail, des effets psychosociaux adverses. Et c'est très important, si une femme se présente, que nous, en tant que professionnels de la santé, excluons l'anémie, qui est un problème important, qui doit être traité. Et nous savons également maintenant que le fardeau financier des saignements menstruels abondants est également très important. Donc, toutes ces choses doivent être évaluées lorsqu'une femme se présente avec des saignements mensuels abondants. Et lors des dernières années, un effort a été consenti pour essayer d'évaluer ceci également. Donc, non seulement la quantité de sang perdu, mais également l'impact sur la qualité de la vie. Et un exemple sera le questionnaire Samantha, qui pose 21 questions spécifiques et on a découvert que 6 des questions sur la qualité de la vie et l'impact ont été les plus intéressantes. Alors, en général, oui, les outils d'évaluation de la coagulation peuvent être importants et utiles pour évaluer la quantité de perte de sang menstruel, mais la question la plus importante pour nous en tant que cliniciens, c'est l'impact sur la qualité de la vie de l'individu, parce que c'est cela que notre traitement essaye de traiter. Ce n'est pas une question de réduire le note, euh, c'est de vous faire sentir mieux. C'est ça notre objectif. Et donc, nous allons passer à Megan. Merci beaucoup. Et oui, vous avez absolument raison. Je vais présenter nos 2 prochaines intervenantes et nous allons commencer avec la docteure Megan Pike, qui est professeure assistante à Dalhousie, à l'université de Dalhousie et hématologue et oncologue au centre EWK en Nouvelle-Calédonie, au Canada. Ses intérêts sont la préservation de la fertilité. Elle a écrit plusieurs papiers sur les impacts du traitement du cancer sur la santé menstruelle et reproductive. Elle plaide pour l'égalité, l'équité menstruelle et elle a lancé une application qui s'appelle We Thrive qui peut identifier les adolescentes qui ont des saignements menstruels abondants.
Après Megan, nous aurons la docteure Victoria Price, chef de division de pédiatrie et d'oncologie au centre de l'hôpital universitaire en Nouvelle-Calédonie, au Canada également. Elle a écrit plusieurs papiers sur le traitement et l'hématologie et l'oncologie et la gestion des anomalies vasculaires chez les enfants. Merci à vous deux d'être présentes et Megan, vous pouvez démarrer. Merci beaucoup de m'avoir invité et pour cette généreuse présentation. Bonne journée internationale de la femme. Je suis très heureuse de voir des personnes ici d'à travers le monde et de beaucoup de pays que j'espère visiter un jour. Donc j'espère que nous pourrons rester en contact. Donc tout d'abord, je dois vous dire que je vais présenter sur mon application que j'ai créée, qui a été financée par la Société canadienne de l'hémophilie avec une subvention de recherche. Et on m'a demandé de présenter sur les femmes et les filles. Je suis pédiatre, donc mon expertise est vraiment sur comment les saignements menstruels abondants affectent les adolescentes. Je ne suis pas experte sur l'impact sur la qualité de la vie des femmes adultes, bien que je vais essayer d'y toucher. J'ai quelques questions de sondage pour commencer et je voulais demander au groupe que pensez-vous est la prévalence de saignements menstruels excessifs chez les adolescentes? Donc, quelle est la prévalence de saignements menstruels excessifs chez les adolescentes? A, 10 à 20 B, 20 à 30 C, 30 à 40 ou D, 40 à 50 Je ne vois pas les réponses. Ah, les voilà. Excellent. Donc, 13% ont dit 10 à 20 43% ont dit que c'est d'entre 20 à 30 32% ont dit que c'est entre 30 et 40 et 11% d'entre vous ont dit entre 40 et 50 Donc, restez en ligne et je vous donnerai la réponse correcte. La deuxième question de sondage, c'est laquelle des réponses suivantes est la meilleure définition de saignement menstruel abondant? Est-ce A, une perte de sang supérieure à 100 millilitres par cycle? 2, saignement qui affecte la qualité de la vie? 3, la présence d'une carence de fer et ou une anémie. Ou 4, la menstruation chez toute personne atteinte de troubles de la coagulation. Donc, laquelle des réponses suivantes est la meilleure définition de saignement menstruel excessif ou abondant? A, perte de sang supérieure à 100 millilitres par cycle. B, saignement qui affecte la qualité de la vie. C, la présence d'une carence de fer et ou une anémie. Ou D, la menstruation chez toute personne atteinte de troubles de la coagulation. Donc la réponse du haut est la perte de sang, le saignement qui affecte la qualité de la vie, suivi par perte de sang supérieure à 100 ml par cycle dans vos réponses. Donc nous allons discuter de ceci. Donc aujourd'hui, nous allons définir les saignements menstruels abondants, les SMA donc, et discuter de l'impact des saignements menstruels abondants sur la qualité de la vie. L'intervenante précédente nous a déjà parlé comment identifier la SMA en pratique, mais je veux en ajouter une de plus, qui est le questionnaire sur les saignements menstruels chez l'adolescente, le QSMA. Et je vais vous parler de comment nous avons développé et validé ce questionnaire, cet outil, et comment vous pouvez l'utiliser. Je vais discuter de l'utilisation clinique de ce questionnaire sur le saignement menstruel abondant chez les adolescentes. Donc, nous avons déjà eu un survol des définitions des saignements menstruels abondants. Je pense que les deux les plus communs dont on parle sont d'avoir un score payback de plus de 100 ou la définition du NIH qui est une perte de sang menstruelle excessive qui interfère avec la qualité de vie physique, émotionnelle, sociale et matérielle de la femme. Donc, de plus en plus, dans la pratique clinique, on s'éloigne des mesures objectives de perte de sang et on parle de comment les saignements menstruels impactent
sur la vie d'une femme ou d'une fille. Je dis souvent à mes patients, vos règles ne devraient pas vous empêcher de faire les choses que vous voulez faire. Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire que vous ne pouvez pas faire à cause de vos saignements menstruels? Donc voici quelques données. Nous avons extrait certaines données sur l'enseignement mensuel abondant et la qualité de la vie chez les adultes. Et j'aime diviser les impacts sur la qualité de la vie en trois domaines, donc physique, psychosocial et professionnel. Comme on l'a déjà dit, les saignements menstruels abondants peuvent mener à des carences en fer, avec ou sans anémie, mais on peut avoir des saignements abondants sans anémie ou sans carence en fer. Et l'objectif, c'est de le détecter et de le traiter avant que ça ne devienne un problème tel qu'une carence en fer ou une anémie. Les impacts psychosociaux sur la qualité de la vie, par exemple la peur de la salitude ou l'incapacité de quitter le domicile, parce que certaines filles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas quitter la maison lorsqu'elles ont des saignements abondants. Cela mène à des pertes de travail et à une diminution de la productivité également. Une étude a estimé que l'impact économique du saignement menstruel abondant à travers le monde est d'entre 7 et 12 milliards de dollars. C'est bien sûr très difficile à estimer, mais je pense que ça nous donne une idée de l'impact de ce problème. Donc, les saignements menstruels abondants chez les adolescentes affectent un nombre très similaire d'adolescentes. Donc, 37% des adolescentes souffrent de saignements menstruels abondants, donc presque 40%. Et je dirais que c'est probablement une sous-estimation à cause des défis de détecter les saignements menstruels excessifs et, et du fait que beaucoup de femmes ou de l'adolescente ont peur de parler de ce sujet. Et donc, les saignements menstruels abondants peuvent être le signe d'une diathèse hémorragique sous-jacente. Et les impacts physiques sont principalement les mêmes pour les adolescentes que pour les adultes. Pour les impacts psychosociaux, eh bien, les filles que nous avons interviewées lors de notre étude en 2017 ont dit unanimement qu'elles ont peur d'être chahutées ou harcelées moralement. Ça, c'était une grande inquiétude pour les filles avec des saignements menstruels abondants. Elles ont également parlé d'avoir emmené des vêtements supplémentaires à l'école ou lors de sorties. Et en termes d'impact professionnel pour les adolescentes, on leur pose des questions sur l'impact sur l'école ou sur le sport. Et beaucoup de filles avec des saignements abondants ont rapporté avoir manqué des jours d'école ou une baisse de performance à l'école lors de leurs règles. Et je suis très heureuse que la docteure Davies ait parlé des impacts financiers des saignements menstruels excessifs, parce que typiquement, on n'en parle pas lorsqu'on examine l'effet sur la qualité de la vie des saignements abondants. Et c'est ce qui nous a motivés pour cette étude avec le docteur Price et une de mes étudiantes, de mesurer formellement la pauvreté menstruelle chez les adolescentes dans notre province de Nouvelle-Calédonie. Nous avons développé notre propre questionnaire sur la pauvreté menstruelle et cela devrait être publié dans les semaines à venir. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons rédigé un questionnaire sur la pauvreté menstruelle basé sur des versions précédentes, mais nous avons concentré les questions sur celles qui s'appliquent surtout dans le contexte d'un pays développé. Et nous avons diffusé ce questionnaire sur les réseaux sociaux. Donc, mon étudiante Marie a commencé un Instagram qui s'appelle 4 Teens Règles pour faire le plaidoyer à ce sujet pour les adolescentes et elle a lancé cette enquête sur le réseau social. Nous avons obtenu plus de 400 réponses d'adolescentes en Nouvelle-Calédonie et les résultats étaient frappants.
presque deux tiers des adolescentes en Nouvelle-Calédonie pouvaient se permettre des produits menstruels. 70% ont dit qu'elles seraient gênées de demander ou d'acheter des produits menstruels elles-mêmes, et plus de la moitié s'inquiétaient de comment elles pouvaient obtenir plus de produits menstruels si elles n'en avaient plus. Par exemple, si elles avaient oublié de les amener ou... Non, c'est parce qu'elles s'inquiètent vraiment de comment elles peuvent se permettre d'acheter ces produits. Donc, j'ai trouvé cette prévalence de pauvreté menstruelle dans ma province pour les adolescentes être plutôt frappante. Ceci était également très frappant. C'est presque 40% des adolescentes ont utilisé des chiffons et ou du papier hygiénique comme alternative à des produits menstruels. Et encore une fois, ce n'est pas forcément une question d'accessibilité, mais les produits ne sont tout simplement pas abordables. Et plus de 22% ont lavé des produits jetables pour les réutiliser. Pas par contrainte environnementale, mais parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre d'acheter les prochains produits. Et bien sûr, celles qui saignent abondamment utiliseront plus de produits menstruels et saigneront également sur leurs vêtements. J'ai des filles qui m'ont dit qu'elles saignent sur leur matelas ou sur les fauteuils, euh, ce qui, ce qui mène également à des problèmes de pauvreté qui impactent non seulement les femmes et les filles, mais les filles également. Et donc, en tant que fournisseur clinique, nous devons pouvoir identifier le saignement menstruel excessif dans notre pratique clinique. Et nous avons toujours du mal avec quelle est la meilleure méthode à utiliser. J'ai travaillé avec Hémophilie Ontario et l'équipe là pour essayer de développer des outils d'évaluation plus pratiques pour, ou plutôt que de dire quand était votre dernière règle ou comment vont vos règles, il y a ensuite une question de suivi qu'on peut utiliser. Et de plus, il y a une affiche dans le bureau qui donne une liste de ce que j'appelle les drapeaux rouges que les patientes reconnaîtront peut-être. La plupart des questions sont tirées de la littérature et c'est mnémonique. Comment vont vos règles? Est-ce que vous avez des grands cailloux? Est-ce que vous saignez tous les jours pour plus de 7 jours? Est-ce que vos saignements restreignent vos activités? Est-ce que ça vous prend une heure ou moins de saturer un produit? Est-ce que vous avez des problèmes la nuit? Est-ce que vous utilisez plus d'un produit à la fois? Ou est-ce que vous avez eu des problèmes de saignement qui souillent vos vêtements? Alors, une réponse à oui à n'importe laquelle de ces questions mène à poser plus de questions. Il y a également d'autres manières où nous essayons d'identifier les saignements abondants dans notre pratique. Par exemple, le niveau de fer, etc. Mais je préfère utiliser d'autres outils avant que les saignements ne mènent à une anémie ou à une carence en fer. Nous avons le payback en anglais, le tableau figuratif d'évaluation des saignements. Il y a également des mesures génériques de qualité de la vie, telles que le PEDSQL, qui mesure l'impact d'une maladie sur la qualité de la vie. Mais lors des saignements menstruels abondants, il nous faut quelque chose de spécifique pour mesurer les impacts spécifiquement des saignements menstruels sur la qualité de la vie. Et ceci a été publié par le docteur Madison en 2015 pour les adultes. Elle a développé et validé un questionnaire sur les saignements menstruels qui a été validé pour les femmes de plus de 18 ans. Ce questionnaire a 4 domaines: la douleur, l'histoire et la quantification des saignements, la prédictabilité des saignements et la qualité de la vie liée aux saignements. Et elle a utilisé ce questionnaire pour définir l'impact sur la qualité de la vie des saignements menstruels, ce qui devient plus important lorsqu'on parle de cela comme définition. Et donc en 2017, avec mon équipe, nous avons commencé à préparer le questionnaire sur les saignements menstruels pour les adolescentes. Nous l'avons appelé Adolescent Menstrual Bleeding Questionnaire et nous l'avons utilisé en intégration avec une application pour les adolescentes qui s'appelle We Thrive. Je vais vous présenter ces outils. Et donc, pour
préparé ce questionnaire sur les saignements menstruels chez les adolescentes, nous avons passé en revue et révisé le questionnaire déjà existant avec un groupe de travail de 5 adolescents. Nous les avons interrogés, nous avons reçu leur opinion sur plusieurs questions. Nous avons ensuite commencé à vérifier la validité et la réactivité de ce questionnaire. Et donc, cette étude s'est déroulée en 2 phases. La première phase, c'était la préparation du questionnaire en fonction. Et la deuxième phase a consisté à tester les propriétés des mesures. Et donc, lorsque nous avons préparé ce questionnaire, nous sommes réunis avec 5 adolescentes. Nous avons passé en revue la version d'origine pour les adultes et nous avons remplacé 3 mots dans 4 ou 5 questions pour que cet outil soit davantage adapté aux adolescents. Par exemple, au lieu d'utiliser le mot produit sanitaire, nous avons utilisé tampon et serviettes sanitaires. Au lieu de travail, nous avons utilisé le mot école. Nous- Elles ont également décidé de manière unanime que nous ajoutions une question, à savoir est-ce que les filles sont intimidées parce qu'elles utilisent des produits menstruels? Est-ce qu'elles sont harcelées? Et donc, cela nous permet de déterminer l'impact sur les adolescentes. Ensuite, pendant cette période de 3 ans, c'était il y a déjà 5 ans, le temps vole. Nous avons recruté des adolescentes en 2 groupes, celles qui ont des saignements abondants et celles qui n'en ont pas. Nous avons exclu les maladies chroniques comme la fibrose cystique ou d'autres maladies qui peuvent avoir un effet sur les saignements menstruels parce que nous voulions vraiment que ce questionnaire soit vraiment spécifique à l'impact des saignements menstruels sur la qualité de la vie, sans autre problème de santé. Nous avons utilisé 3 questionnaires à 2 moments différents. Le questionnaire dont je viens de parler, le questionnaire sur la qualité de la vie également, qui est un outil très utilisé dans le cadre des soins pédiatriques, et le PBAC. Nous avons nous avons administré ces questionnaires dans un délai de 6 mois. Nous avons calculé la validité des données en utilisant la corrélation de Pearson et nous avons évalué sa fiabilité avec un modèle de corrélation. Et ensuite, nous avons déterminé la capacité des outils à distinguer les filles ayant des saignements menstruels abondants ou non. Il y avait 52 participants de moins de 15 ans en moyenne. 20 avaient des saignements menstruels abondants et celles qui présentaient des saignements menstruels abondants avaient un score plus élevé, ce qui indiquait une qualité de vie inférieure à celles qui n'avaient pas de saignements menstruels abondants. Nous avons constaté une corrélation modérée entre les scores, entre la MBQ et le PIDS-QL, et c'est ce que nous voulions. Une corrélation modérée indique qu'il y a un lien entre les saignements abondants et la qualité de la vie spécifique à la menstruation. Nous ne voulions pas que cette corrélation soit trop élevée. Nous voulions qu'il s'agisse d'une corrélation modérée pour justifier le besoin de prendre des mesures spécifiques à la qualité de la vie. La fiabilité de cet outil est très élevée et nous avons également constaté dans les données que le score supérieur à 30 sur la MBQ nous permettait d'identifier celles qui avaient des saignements menstruels abondants avec une spécificité de 84%. Donc, pour nos conclusions, la MBQ est un outil valide et fiable pour évaluer la qualité de la vie chez les adolescentes présentant des saignements menstruels abondants. Et elle peut aider les professionnels de la santé à identifier les personnes qui présentent des saignements menstruels abondants. Et il peut être utilisé en 10 minutes simplement en cabinet. Les mesures suivantes, c'est déterminer la réactivité. Donc, est-ce que l'outil peut réagir face aux changements qui peuvent avoir un impact sur la qualité de la vie avant et après une intervention?
Nous venons de collecter les données à ce sujet et nous allons commencer l'analyse. Nous avons déjà traduit et validé cet outil en français canadien, et j'espère que cet outil sera disponible dans d'autres langues pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Donc j'espère que je vous ai convaincu que ce questionnaire est un outil qui peut être très utile dans votre activité. N'hésitez pas à me contacter si c'est quelque chose que vous voudriez utiliser dans votre activité ou dans vos études. C'est là le processus que nous utilisons pour la traduction. C'est un processus standard. Il y a une traduction ordinaire, ensuite une traduction de retour vers la langue d'origine, et ensuite il y a plusieurs interviews qui sont réalisées avec des adolescentes francophones pour préparer la version finale en français. Nous avons apporté des changements linguistiques à environ un tiers des questions et des changements importants sur 4 questions seulement. Et nous avons constaté que cet outil était facilement compris par les adolescentes francophones. Nous pouvons le faire dans d'autres langues également, mais l'outil est disponible en français et en anglais actuellement. Donc, c'est très bien. Et pendant que nous avons mené cette recherche, comme de nombreux chercheurs, je passe des heures devant mon ordinateur à saisir des données, à essayer de trouver, à, éc- à écrire beaucoup de choses. Et pendant une nuit, un jour, je me suis dit, ça serait vraiment formidable s'il y avait une application pour utiliser, qu'une adolescente pourrait utiliser pour apprendre, pour déterminer si ses règles sont normales. Et cette application pourrait également aider les chercheurs à collecter les données dont ils ont besoin pour mesurer l'impact des saignements menstruels abondants. Et c'est donc exactement ce que nous avons fait. Je voudrais vous présenter une application que nous avons lancée en 2021 qui s'appelle We Thrive. Cette application est disponible au Canada seulement pour l'instant et elle est disponible sur les plateformes Android. Et en ce moment, elle est en train d'être testée pour iOS, pour les plateformes Apple, dans quelques semaines. Donc, si vous ne la voyez pas sur votre App Store aujourd'hui, sur votre boutique d'applications, patientez un petit peu et elle sera disponible également en anglais et en français. Donc, cette application, c'est moi-même et Dr. Kreis qui avons créé cette application avec un développeur d'application et elle est conçue pour les adolescentes et elle est censée être neutre au niveau du genre, quelle que soit leur identité de genre. Elle est gratuite, il n'y a pas d'annonce publicitaire et elle est disponible au Canada seulement pour l'instant. C'est la seule application qui permet de détecter les règles menstruelles abondantes en fonction de la qualité de la vie. Donc, voici quelques caractéristiques que les adolescents nous ont dit qui étaient importantes. Donc, il y a un compte à rebours jusqu'aux prochaines règles pour suivre ces règles, donc, ce qui permet d'obtenir des résultats plus exacts. Donc, il y a un compte à rebours jusqu'aux prochaines règles. Les filles peuvent également enregistrer leurs symptômes et enregistrer leurs règles. Donc, voici ce que font les adolescents avec des emojis et d'autres éléments amusants qui sont accessibles aux adolescentes. Et cela est censé être fait en temps réel. Donc, les adolescentes ne se rappellent pas toujours qu'elles doivent venir avec un papier aux toilettes pour écrire tout cela. Donc, ce que nous essayons, c'est d'intégrer tout cela dans l'application. Donc, si après avoir utilisé les toilettes, elle a son téléphone, elle peut dire oui, je crois que ma serviette est ainsi ou ainsi. Et cela leur permet de suivre les produits en temps réel. Nous avons également intégré une autre caractéristique, vous le voyez au bas de l'écran, avec des coupes de menstruation. Donc, ces coupes de menstruelles permettent d'indiquer le volume du saignement en fonction du volume se trouvant dans la coupe. L'application va également générer un score à la fin de chaque règle pour indiquer si ces règles étaient abondantes ou non.
Il enregistre le nombre de produits utilisés, ce qui permet aux filles d'être prêtes pour les prochaines règles. Et elles peuvent également choisir de recevoir des notifications. Donc voici la fonction de prévision des règles maintenant. Plus la boule orange est foncée, c'est plus le saignement risque d'être abondant et dans quel jour il est probable que cela ait lieu. Voici maintenant la caractéristique de suivi des symptômes. C'est une partie très intéressante de l'application selon les adolescentes. Vous pouvez utiliser des émojis amusantes pour indiquer si elles ont mal au ventre, si elles ont des sautes d'humeur ou s'il y a d'autres changements corporels pendant les règles. Nous avons également intégré le questionnaire dans l'application. Nous appelons cela un contrôle du débit. Donc, les filles reçoivent une notification pour utiliser cet outil au bout de plusieurs règles et cela leur permet de déterminer l'impact de leurs règles sur la qualité de la vie. Et toutes ces questions sont intégrées dans l'application et cela prend à peu près 5 à 10 minutes pour remplir le questionnaire dans l'application. Donc, ça peut être encore plus rapide dans l'application que sur papier. Et cela permet de mesurer l'impact des saignements menstruels abondants sur la qualité de la vie. Et vous voyez là à l'écran une question qui est posée. Pendant vos dernières règles, pendant combien de jours votre travail scolaire a-t-il souffert de vos règles? L'application calcule également un score. Un score de 30 ou plus indique peut-être des saignements abondants. Et quelque chose d'intéressant également dans cette application, c'est que une fois que vous avez vu cette page qui vous dit que vous avez peut-être des saignements menstruels abondants, que pouvez-vous faire? L'application va vous orienter vers des centres de santé dans la zone avec des professionnels qui se spécialisent dans ce domaine. Donc, c'est une caractéristique importante de cette application. Il ne s'agit pas simplement de savoir qu'on a des saignements abondants, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a également des questions qui ont été envoyées à notre équipe par les adolescentes. Et donc, il y a cette section FAQ dans laquelle nous plaçons des ressources pour les adolescentes pour qu'elles puissent en savoir plus sur les troubles de la coagulation et sur les troubles des règles. Et donc, nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez la possibilité de vous abonner ou de nous aimer sur les réseaux sociaux, cela nous serait vraiment très utile. Nous essayons vraiment de d'utiliser ces pages pour éduquer le public. Donc, ça, c'est pour Instagram. J'ai pu également étudier l'impact de l'application sur les adolescentes et l'étude vient d'être publiée en octobre. Et donc, l'une de mes étudiantes, j'ai mené une étude sur la qualité de la vie et elle a interrogé des adolescentes qui présentent des règles abondantes ou non. Quant à l'utilisation de l'application, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons généré 5 thèmes qui décrivent l'impact sur les adolescentes. Et à l'unanimité, les utilisateurs ont dit que l'application les a aidés à mieux comprendre leurs règles, surtout avec l'outil de suivi des symptômes qui permet de comprendre les règles et de les prédire. Et les personnes qui ont des troubles de la santé sont également plus susceptibles d'utiliser la section FAQ. Et il n'y a pas eu aucune difficulté n'a été soulevée quant à la fiabilité de l'application. Et donc notre travail continue. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons continuer de développer cette application et je voudrais que chaque adolescente puisse l'utiliser pour que personne ne se demande si leurs règles sont normales ou non. Nous continuerons de traduire le questionnaire dans d'autres langues pour qu'il soit accessible aux chercheurs et aux professionnels de la santé dans le monde entier. Et nous voudrions que l'utilisation puisse être utilisée pour aider les adolescentes et les professionnels de la santé. Il y a beaucoup de personnes à remercier.
surtout Dr. Price, qui a été mon mentor, qui m'a vraiment beaucoup guidé dans le cadre de ce processus. Ça fait presque 10 ans que nous travaillons ensemble et j'ai beaucoup appris de vous et ça a été un véritable plaisir de travailler avec vous. La CPTHN également nous a aidés et je voudrais souligner que la plupart de ces remerciements ici sur le côté, il s'agit de femmes. Donc continuons de travailler ensemble avec elles et cela est vraiment une source d'inspiration pour la Journée internationale de la femme. Donc je vous remercie et j'attends vos questions maintenant. Merci beaucoup. C'est vraiment un travail très impressionnant. Et donc, on va voir s'il y a des questions maintenant. Et j'ai des questions moi-même d'ailleurs. Et donc maintenant, comme nous vous l'avons promis, 3 personnes vont vous expliquer comment utiliser tout cela, comment utiliser les BAT pour faire un travail de plaidoyer. Je voudrais vous présenter Aizat Aiderbekova, qui est une jeune femme qui a un garçon de 10 ans qui est atteint d'hémophilie. Elle travaille avec la Société de l'hémophilie au Kyrgyzstan depuis plusieurs années et elle travaille également comme bénévole au niveau international et elle est une ambassadrice pour le comité de la jeunesse de l'EHC. Et elle travaille dans des programmes de jumelage de jeunes de la FMH également. Ensuite, notre prochaine présentatrice sera Amanda Brito Del Pino, qui est une porteuse d'hémophilie A. Elle est mère de 2 garçons, dont un est atteint d'hémophilie A. Depuis 2017, Amanda est une bénévole active pour l'Association de l'hémophilie de l'Uruguay. En 2018, elle a reçu la bourse Susan Skinner, qui lui a permis de diriger des activités ou des initiatives visant à améliorer les soins pour les personnes atteintes d'hémophilie dans l'Uruguay. En 2021, notamment avec un plan d'accès pour de nouvelles thérapies pour tous les patients pédiatriques. En 2022, elle a rejoint la Coalition of the Americas. Elle a participé à des programmes de recherche aux États-Unis. Elle siège actuellement au comité des femmes et filles atteintes de troubles de la coagulation de la FMH. Maintenant, je vais vous parler de ma propre expérience, mais on va commencer avec Aizat. Allez-y, Aizat. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Donc, je vous souhaite une excellente journée internationale de la femme. Je suis ravi d'être ici. Désolé pour mon anglais, je ne parle pas l'anglais très bien. Donc, je m'appelle Aizat, je suis au Kyrgyzstan. J'ai 24 ans et j'ai un fils qui a 10 ans. Et nous avons rencontré des difficultés avec les traitements parce qu'au Kyrgyzstan, avant le diagnostic, il n'y avait aucun accès au traitement pour le facteur 8 ou 9. Il était très difficile et cela m'a permis de comprendre que je suis une mère célibataire, donc que j'ai été vraiment stigmatisé dans ce pays de l'Asie centrale parce que souvent les mères sont blâmées et de nombreuses familles les voient d'un mauvais œil et donc beaucoup de mères célibataires sont stigmatisées dans la République. Mais lorsque j'ai commencé à me défendre, cela a été très difficile, mais j'ai vu beaucoup de changements. Parce que lorsque nous avons commencé ce travail de plaidoyer, sans attendre que d'autres personnes parlent pour nous, parce que nous voulons simplement survivre, j'ai voulu défendre mon fils également parce que c'est, il est devenu de plus en plus difficile de... Donc, j'ai décidé d'apprendre davantage et de commencer à parler de mon histoire en ligne. Et j'ai découvert les témoignages d'autres mamans
Donc, beaucoup d'informations étaient en anglais ou en russe ou dans d'autres langues. Je n'ai rien trouvé dans la langue du Kyrgyzstan. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Donc, maintenant, je parle anglais grâce à mon fils. Et j'ai également beaucoup d'amis qui se trouvent un peu partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de stigmatisation et les gens doivent souvent chercher à cacher ces diagnostics. Il y a même des couples fiancés qui se sont séparés lorsqu'ils ont reçu un diagnostic d'hémophilie. Et après avoir appris comment me défendre, j'ai commencé à former nos jeunes. Donc, pendant la première année, c'était moi et un autre porteuse. Et nous avons commencé à enseigner. Et ce que j'ai appris dans d'autres pays, j'ai commencé à le partager avec ceux qui m'entouraient. Et c'était une expérience positive parce que cela leur a permis de devenir plus ouverts. Ils ont commencé à s'exprimer et à raconter leurs propres histoires. Et au bout de quelques années, nous avons vu davantage de filles qui ont commencé à participer à notre travail, à nous aider à faire ce travail de plaidoyer avec le comité des troubles de la coagulation. Et nous avions également des filles de l'académie médicale. Une d'entre elles avait un trouble de la coagulation et ses amis sont venus avec elle et ils ont commencé à nous aider. Donc l'année dernière, nous avons organisé un atelier en Italie et nous avons pu travailler avec 16 équipes. En Italie, les choses sont plus développées et donc ils leur ont appris comment créer des projets, comment faire le travail de plaidoyer, comment faire un plaidoyer au niveau international ou bien auprès du gouvernement, comment communiquer avec les législateurs. Donc c'était vraiment une expérience formidable qui nous a permis de renforcer nos capacités pour pouvoir transmettre tous ces messages au nom des femmes atteintes de troubles de la coagulation. Et donc, nous avons eu plus de 70 étudiants de l'Académie médicale, de la faculté de médecine pour cette formation. Nous avons créé une campagne qui montre pour sensibiliser le public aux problèmes des troubles de la coagulation chez les femmes. Et nous avons préparé des supports avec différentes couleurs qui sont faciles à comprendre. Donc même pour les étudiants en médecine, c'était quelque chose de nouveau. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne se soucient pas de l'hémophilie ou des troubles de la coagulation. Donc nous avons vu ces étudiants qui se sont intéressés à la question et qui ont décidé de devenir des hématologues. Et nous voulons avoir davantage d'hématologues dans notre pays parce il y a beaucoup de travailleurs, de professionnels de la santé dans les zones rurales. Donc, il y a eu des leçons vraiment très intéressantes avec des diapos et les étudiants ont beaucoup participé. Ils ont reçu des brochures. Donc, nous avons conclu cet événement de manière très positive.
Prochaine diapo. Je voudrais dire que lorsque parfois il y a beaucoup de stéréotypes, j'ai rencontré un interprète en coréen lors d'un événement et le projet consistait à éduquer les filles d'âge scolaire par rapport aux règles et on nous a dit que c'est pas quelque chose dont on doit parler dans les écoles. C'est un sujet tabou, donc il a été très difficile même d'obtenir les permissions pour parler de cela dans les écoles. Donc nous devons montrer aux familles que c'est quelque chose de normal. Et nous devons leur dire que à la maison, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher. J'ai vu cette, j'ai vu cette image où il y a un manque de produits menstruels et c'est un problème que nous avons ici dans les zones rurales. Et je crois qu'il est très positif de partager ce genre d'histoire pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la coagulation. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Aïza. Maintenant, Amanda, allez-y. Je suis heureuse de voir qu'il y a des hommes présents ainsi que des femmes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici, d'avoir pris le temps d'être présent. Nous savons tous que de partager les connaissances nous renforce et change nos perspectives et génère des changements positifs qui peuvent avoir un effet réel sur nos vies. Au niveau personnel, je voulais vous parler de ma propre expérience. Je suis porteuse symptomatique d'hémophilie A sévère. J'ai des difficultés et je ne reconnaissais pas euh, ma condition. J'ai passé 3 mois sans pouvoir travailler avec un petit de 8 mois et je souffrais d'anémie sans me rendre compte que j'étais anémique, que j'avais une carence sans fer. Je ne savais pas jusqu'à ce que j'ai été tellement handicapé par la maladie que je ne pouvais pas me lever le matin. Et ce n'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé le traitement. Je suis sûr que vous vous demandez comment est-ce que cela a pu arriver. Est-ce que vous n'aviez pas l'information? Eh bien, je dois vous dire que j'avais toutes les informations disponibles. Cependant, euh, j'étais incapable de faire mon propre plaidoyer. Et je ne comprenais pas que ce qui m'arrivait était lié à l'hémophilie. Il y a 4 conseils ou des choses que j'ai apprises en écoutant des femmes d'à travers le monde. J'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup de femmes. Je pense qu'il faut nous présenter en tant que patientes et changer la perspective. Tout d'abord, il s'agit de communication. La communication avec le professionnel de la santé est essentielle. La manière dont nous nous présentons lorsque nous allons chez le médecin. Tout le monde m'entend? Oui? Oui. Il vous faut sélectionner l'espagnol si vous voulez écouter en espagnol. Donc, la communication est fondamentale.
la manière dont nous communiquons avec nos médecins et les autres professionnels de la santé. Comment est-ce que nous nous présentons? Il faut parler de notre maladie. Il faut être compris. Il doit être compris que nous avons cette maladie, ce trouble. Et c'est fondamental dans notre parcours médical. Il faut que nous le comprenions et le médecin doit également comprendre ceci. Parfois, il est difficile de parler au médecin de cette manière. Et vous direz peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que j'ai un cas d'hémophilie A. Et le médecin dira, non, les femmes n'ont pas l'hémophilie. Et c'est à ce moment-là qu'il nous faut comprendre que les médecins manquent peut-être d'informations. Et il nous faut que nous leur disions, j'ai un tel et tel pourcentage de facteurs dans mon sang. Est-ce que vous savez que cela veut dire que j'ai les mêmes symptômes de saignement que les hommes? Si vous voulez plus d'informations, je peux vous mettre en contact avec mon organisation de patients ou avec un spécialiste. Je peux vous envoyer ces informations. Il faut ouvrir ces voies de communication avec le médecin et ouvrir la porte à la possibilité que le professionnel de la santé n'a peut-être pas ces informations. Mais nous devons être certains de notre propre maladie et communiquer fortement au début de chaque visite médicale, comme nous communiquerions tout autre aspect médical. Le deuxième conseil, c'est lorsque vous allez chez un professionnel de la santé, nous, les patients, avons la possibilité de rédiger l'ordre du jour, dire à notre médecin tout de suite ce dont nous voulons discuter. Parfois, c'est utile d'avoir une liste, mais au début de la visite médicale, vous devez dire au professionnel de la santé, je suis ici pour parler spécifiquement de mes symptômes pendant mes règles et après mes règles. Et cela va main dans la main avec les outils dont nous venons de discuter dans les autres présentations. Ces outils nous permettent de montrer aux médecins des informations quantifiables et objectives qui sont liées à ce que nous leur disons. Parce que ce que nous voyons souvent, ce qui est considéré comme étant normal ou anormal est différent. Et les symptômes ce sont ce que nous devons utiliser pour nous orienter. Ça, ce serait mon deuxième conseil. Pour, en tant que patiente, de parler avec courage et de communiquer clairement et d'avoir une claire liste de ce dont nous voulons discuter avec le professionnel de la santé. Mon troisième conseil pour vous, c'est qu'il nous faut humaniser la communication. Nous devons leur dire ce dont nous avons fait l'expérience et lier ceci aux données. Nous devons informer ce que nous disons avec des données. Si nous avons des outils et des données, ils nous aident. Mais notre narratif, notre récit, notre expérience en tant qu'être humain est fondamentale. Et c'est là que le professionnel de la santé peut voir le réel impact sur notre qualité de vie. Une quatrième chose que je voudrais dire et que nous avons déjà mentionné lors de ce merveilleux webinaire est qu'il nous faut aller chercher un soutien dans notre communauté, dans nos organisations. Nous avons la chance d'avoir un comité en place depuis 5 ans. Il n'est pas là depuis longtemps, mais maintenant, toutes les organisations de patients essayent de faire participer les femmes et, afin qu'elles soient traitées. Et donc, nous devons trouver un soutien dans nos langues. Nous devons partager les informations. Si vous sentez que vous n'êtes pas écouté, vous pouvez chercher d'autres canaux de communication. Parfois, les médecins veulent seulement parler à d'autres médecins. Parfois, les médecins n'écoutent que des organisations, des spécialistes d'organisation de patients. Eh bien, il nous faut faire un travail d'équipe afin que cette information passe par tous les canaux. Ces 4 conseils peuvent être utiles pour lutter pour vos droits, pour vous occuper de votre santé, pour faire un plaidoyer, pour améliorer votre qualité de vie.
C'est important pour nous toutes d'être conscientes que nous sommes confrontés à un processus de changement. Les paradigmes changent. Les- la communauté des troubles de la coagulation a un nouveau rôle à jouer. Il nous faut encourager ce processus et y contribuer parce que nous méritons mieux et nous méritons une qualité de vie excellente. Je suis disponible pour vous soutenir de toutes les manières que je peux et nous continuerons à travailler dans notre comité de femmes de notre fédération pour continuer à construire notre base de données. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amanda. Merci à vous deux d'avoir partagé vos récits personnels, parce que ce n'est pas toujours facile de se faire. Et ce n'est pas toujours facile de parler des symptômes et des défis auxquels vous êtes confrontés. Mais vous avez toutes les deux vu des progrès importants et des succès importants grâce à votre propre plaidoyer. Donc, merci, merci beaucoup d'avoir partagé vos récits. Maintenant, je peux parler de moi-même. C'est toujours un peu difficile, mais vous savez, c'est drôle. J'ai mis ceci là juste parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Typiquement, je me concentre, lorsque je raconte mon récit, je me concentre sur mon père quand j'étais petite parce qu'il était hémophile. Et quand je suis devenue maman, je me suis concentré sur mes enfants. Et j'ai tendance à parler de mon fils qui est également hémophile, ou je parle de ma fille qui n'est pas touchée et qui n'est pas porteuse. Mais bon, voilà le changement qui a été réalisé dans ma vie. J'ai découvert que j'étais porteuse d'hémophilie B lorsque j'étais au lycée à 16 ans. Et vous direz peut-être, oui, mais votre père était hémophile, donc vous êtes bien sûr que vous êtes porteuse. J'ai écrit un papier de biologie sur les maladies héritées et surtout sur l'hémophilie. Et bien que mon père était hémophile, il n'avait aucune idée de l'héritage, du fait que cela pouvait... Et il n'avait jamais vu un centre de traitement de l'hémophilie, bien qu'il vivait aux États-Unis. Il ne savait même pas qu'ils existaient. Donc c'était sur mon dossier que mon père était hémophile, mais ce n'est pas un sujet dont on avait parlé. Même quand j'ai parlé à mes médecins de mes symptômes, d'hématomes, de saignement du nez, de saignement de la bouche pendant des jours, euh, d'oreillers remplis de sang, de douleurs aux pieds qui menaient à des saignements et de saignements menstruels excessifs. Lorsque j'ai reçu un diagnostic d'anémie sévère dans mon adolescence, on m'a dit que je ne mangeais pas suffisamment bien et qu'il fallait que je mange plus d'épinards. Et ils m'ont donné des suppléments en fer. Même après des saignements après une césarienne, parce que j'ai une césarienne pour les deux enfants, j'ai dû être réhospitalisé à cause des saignements. On n'en a toujours pas parlé, bien que c'était dans mon dossier qu'il y avait de l'hémophilie dans ma famille. Depuis lors, dans mon rôle avec la Fédération mondiale de l'hémophilie, j'ai appris tant de choses sur le plaidoyer, l'auto-plaidoyer. Je suis faite pour le plaidoyer, mais je suis faite pour faire le plaidoyer pour d'autres. Je suis très mauvaise quand je fais le plaidoyer pour moi-même. Et grâce à l'auto-plaidoyer et à travers mon apprentissage, j'ai appris ce qu'étaient les outils d'évaluation de la collégation. Je n'ai jamais pensé à les utiliser pour moi-même. Je voulais que les autres connaissent ces outils. Et en fait, la Fondation nationale pour les troubles de la communication a créé un outil qui s'appelle Better You Know. Vous le trouverez sur notre site web, sur bleeding.org. J'ai examiné les outils d'évaluation de la coagulation et j'ai présenté, mais je n'ai jamais utilisé l'outil sur moi-même. À l'âge de 59 ans, il y a 2 ans, j'ai été diagnostiqué en tant que porteuse symptomatique. C'est mon premier diagnostic. Ma première visite dans une clinique a eu lieu en 2023 pour une opération au pied pour réparer mon pied après toutes ces années de saignement non traité. Au mois de janvier de cette année, j'ai eu ma première visite complète dans une clinique parce que maintenant j'ai un diagnostic.
J'ai fait l'expérience de 4 différents niveaux de facteurs au cours de ma vie. Tous les niveaux ont été différents à chaque fois. J'ai été à 30%, à 60%, à 78% et à 88%, pas forcément dans cet ordre, mais c'est les différents niveaux que j'ai eus. Et lorsque j'ai partagé cela avec des hématologues, ils me disent que c'est parce que les tests n'étaient pas corrects, que les facteurs, le niveau de facteurs ne pouvait pas fluctuer comme ça. Eh bien, nous commençons à comprendre maintenant que oui, maintenant, chez les femmes et les filles, que les niveaux de facteurs peuvent fluctuer. J'ai également du mal avec le syndrome de l'imposteur et je me questionne tout tout le temps si je mérite accès aux soins et aux traitements, même maintenant. Donc dernièrement, j'ai décidé de prendre le test, d'utiliser l'outil d'évaluation. Et je me suis dit, oh mon Dieu, en fait, c'est un outil parfait pour moi pour voir quelle est mon évaluation. Et dans ce test, le score de 0 à 5, le note de 0 à 5 était normal. Et ma note était de 22. Et cette note m'a rassuré du fait que je devais vraiment faire un plaidoyer pour mon propre accès au traitement et aux soins. Et donc, cette expérience me fait dire, je vous encourage, si vous êtes un personnel de la santé, peut-être que la personne à laquelle vous parlez est porteuse et ne le sait pas, demandez-leur d'utiliser l'outil d'évaluation de la coagulation. C'est vraiment un outil excellent qui m'a aidé avec mon diagnostic et avec mon propre plaidoyer. Et la semaine dernière, j'ai eu ma première infusion de fer parce que, devinez quoi, je suis toujours anémique après toutes ces années. Et maintenant, j'ai une dose de facteur chez moi au cas où j'ai un saignement et que j'emporte aussi avec moi quand je voyage dans des pays qui n'ont peut-être pas accès au traitement. Et je vous dirai donc à toutes que c'est un progrès, mais il nous reste une longue route à parcourir. Diapo suivante. Donc voici mon rappel à vous toutes d'écrire vos questions dans la fonction questions-réponses. Je vois que nous avons déjà certaines questions. Passons à la diapo suivante. Ok, on revient. On passe au segment questions-réponses maintenant. Il nous reste un petit peu de temps pour parler à nos présentateurs. Et Dr. Price, je vous remercie pour votre présence également, parce que je sais que vous faites beaucoup de travail et nous sommes très heureux de vous voir ici. Et nous allons passer à la première question. Est-ce qu'- est-ce qu'il est prévu d'avoir l'application WeThrive disponible en dehors du Canada? Parce que c'est un outil formidable. Merci beaucoup. Ça, c'est mon rêve, vous savez. Je voudrais que cette application soit utilisée par chaque adolescente dans le monde entier. Mais pour être franche, il est très difficile de mettre ces applications à disposition d'autres pays, notamment à cause de problèmes de financement. Il y a également des questions de confidentialité des données et les lois de différents pays, dont je ne suis pas un expert, sont différentes. J'ai regardé comment lancer cette application aux États-Unis parce que j'avais vraiment envie de le faire, mais la Cour suprême, il y a quelques années, a soulevé un problème lié à la vente de données des applications. Et donc, en ce moment, toutes les données qui sont collectées par WeThrive sont enregistrées de manière sécurisée dans un serveur canadien. Évidemment, je ne vends pas les données. Il s'agit de données privées et chiffrées de plusieurs manières. Et donc, j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et j'ai vu davantage de personnes commencer à utiliser WeThrive parce que il y a des personnes qui supprimaient d'autres applications. Et je crois qu'il est important que les adolescentes canadiennes y aient accès.
et en sachant que leurs données sont confidentielles, qu'elles sont protégées, mais par la suite, je voudrais vraiment que cette application soit disponible dans notre pays. Et si vous voudriez vraiment avoir cette application dans votre pays, n'hésitez pas à me contacter parce qu'une difficulté sera liée à la présence. Il faut qu'il y ait des personnes présentes dans le pays pour travailler pour cela et pour connaître les lois de protection des données. Évidemment, c'est mon désir, mais cela ne va pas se faire facilement. D'accord, merci. Nous savons que les choses évoluent aux États-Unis en ce moment et j'ai vu qu'il y a l'accès aux données est de plus en plus problématique. Et donc, c'est quelque chose qui nous inquiète, évidemment, surtout lorsque les femmes et les filles et l'impact de différentes interventions et cette décision entre vous et votre professionnel de santé, il peut être dangereux que ces données soient mises à la disposition d'autres personnes. Donc, il faut penser aux soins dont vous avez besoin. Mais oui, je voudrais vraiment travailler à cela avec vous. Donc, notre deuxième question, comment gérer les saignements menstruels avec déficience en facteur 7? Est-ce que vous voulez que j'intervienne? Oui, allez-y. Donc, je m'appelle Vicky Price et je suis une hématologue pédiatrique au Canada. Donc, ma recommandation serait évidemment, de contacter votre professionnel de santé et surtout, si vous avez un centre de traitement hémophilique dans votre zone, contactez ce centre parce que si votre docteur ne connaît pas ce genre de trouble, il n'est pas un spécialiste, c'est ce que vous devriez faire. Ensuite, il y a différents types de médicaments disponibles. Donc, par exemple, pour les plaquettes, pour les troubles des plaquettes, cela dépend du trouble et de sa gravité. Et donc, avec les troubles des plaquettes, les médicaments peuvent être pris par voie orale. Il y a également des DAVP, qui est une injection qui peut être administrée sous la peau. Il y a également des transfusions de plaquettes qui peuvent être indiquées pour certains troubles des plaquettes. En ce qui concerne le déficit en facteur 7, une fois encore, cela dépend de la gravité du déficit en facteur 7. Cela dépend de la gravité du saignement. Une fois encore, cer- certaines ont besoin de perfusion de facteur 7, de facteur 7. C'est le cas pour certaines de mes patientes. En général, je dirais également que beaucoup d'entre nous travaillons ensemble de manière collaborative avec des gynécologues. Je travaille avec des gynécologues pédiatriques moi-même et les filles qui ont des règles abondantes et qui présentent ce genre de troubles sont souvent traitées par des gynécologues et parfois l'hormonothérapie est recommandée dans leur cas. Merci beaucoup. Docteur Davis. Oui, pour une gynécologue, nous, il y a quelque chose qui peut être très utile pour les adolescentes, c'est les systèmes intra-utérins. Il peut être adapté aux adolescentes également.
Donc parfois, il peut même arrêter les règles dans certains cas. Donc c'est quelque chose qui peut être envisagé. D'accord, merci, merci beaucoup. OK, une autre question maintenant. Comment accéder à l'outil d'évaluation des règles? Alors, moi-même, j'ai simplement posé la question à mon médecin Google. Donc il vous suffit de faire cette recherche. Donc lorsque vous essayez de trouver un BAT, peut-être sur le site web de votre fondation nationale, le Canada a des outils d'auto-évaluation très utiles. Celui que j'ai utilisé provient du Canada. Il y a également l'outil Better You Know. Vous pouvez simplement saisir outil d'évaluation des saignements, mais si vous le pouvez, imprimez-le ou faites une capture d'écran. Et ainsi, vous pourrez l'avoir avec vous lorsque vous allez chez le médecin. Et donc, vous aurez non seulement l'outil, mais également les résultats. Et cela peut être très utile. Est-ce que certains de nos présentateurs ont d'autres choses à ajouter? Je pense qu'il est important de savoir où trouver les meilleurs outils en fonction de votre situation, de votre culture, de votre pays. Avec cette recherche, comme vous le dites, avec le médecin Google, il est important de savoir qu'il n'y a pas une seule façon, et je voudrais le dire parce que je me trouve dans un pays d'Amérique latine et les réalités sont très différentes ici. Les cultures sont très différentes. Donc, il est important de faire cette recherche et de déterminer quel est l'outil le plus adapté parmi ceux qui sont disponibles. Et pourquoi pas, comme Joanna l'a fait, créer, non pas Joanna, Megan, créer une application ou créer un outil avec une équipe. Merci. Dr. Price? Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce commentaire. Je crois que il est très important avec ces outils, comme nous le savons, l'expérience, notamment nous montre avec le MBQ, il faut traduire ces outils dans différentes langues. Et il faut qu'il y ait une traduction adaptée à la culture. Il s'agit d'un processus d'adaptation. Ce que vous venez de dire est vraiment très exact. Il y a des différences, non seulement linguistiques, mais également culturelles, qui doivent être intégrées dans ces outils, parce que sinon, ils ne seront pas efficaces, ils ne seront pas utiles dans différentes communautés. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Donc, il y a tant de questions, mais il nous reste quelques minutes seulement. Et donc, je voudrais répondre à une dernière question et ensuite, on va terminer la présentation. Je ne sais pas si c'est possible, mais l'une des personnes présentes ici, Dr. Kokarni, est-ce que vous pouvez prendre en considération les problèmes de la santé mentale pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation? Là, on pourrait faire tout un webinaire sur ce thème. Mais ce que je voudrais demander aux présentateurs, aux présentatrices, est-ce que ces outils sur la qualité de la vie sont-ils disponibles pour approfondir cette situation de la santé mentale pour les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation? Est-ce qu'il y a des outils que vous avez utilisés et que vous trouvez utiles? Est-ce que je peux répondre? Oui, oui, allez-y. Lorsque j'ai mené mon étude, je me suis penché sur la qualité de la vie pour les femmes atteintes d'endométriose et le lien avec les troubles de la coagulation et l'impact sur la qualité de la vie. Et je crois qu'il y avait quelques questions plus courtes avec un score qui inclut certains aspects liés à la santé mentale également. Donc je crois qu'il y a certaines choses qui sont disponibles, pas forcément pour les saignements menstruels abondants,
Mais il faudra peut-être créer quelque chose pour cela, une évaluation. Nous avons besoin d'une application globale qui nous permettrait d'évaluer les quantités et l'impact sur la qualité de la vie, y compris sur la santé mentale pour ces femmes et ces filles. Merci beaucoup. Oui, cela est très important. Et notre travail n'est jamais fini. Donc allons-y, continuons avec le prochain outil. Donc je voudrais remercier toutes nos présentatrices. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'instrument Probe, et Probe a été utilisé pour l'hémophilie, pour les hommes et les garçons atteints d'hémophilie, mais c'est le moment maintenant d'étendre Probe pour qu'il puisse être utilisé pour les femmes et les filles. Donc, si vous scannez ce code QR, vous pouvez participer à cette étude de Probe. Vous pouvez parler de votre expérience en matière de qualité de vie et vous nous aiderez à commencer à collecter ces informations très importantes. Et cette étude probe vous permettra de vous exprimer. Donc, je vous encourage à faire une photo de ce code, à le partager avec d'autres personnes dans votre communauté et également de participer au sondage. Un rappel également, la journée mondiale de l'hémophilie, c'est le 17 avril. Et donc le thème Women and Girls Bleed Too, les femmes et les filles saignent elles aussi. Et je voudrais célébrer cela au niveau international. Et c'est quelque chose de très important qui est réalisé par la FMH. Et c'est ce message que nous voulons transmettre aujourd'hui à Washington, D.C. Hier, nous avons eu 124 personnes qui ont fait un plaidoyer auprès des législateurs à Washington, D.C. pour transmettre ce message. Pourquoi les femmes sont importantes? Nous ne voulons plus être ignorés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas non plus le sommet en avril à Dubaï. Il y a tant de nouveaux développements dans ces troubles de la coagulation, y compris les femmes et les filles, et j'espère que vous nous rejoindrez. Il est ouvert à tous les participants. Pour vous enregistrer, vous voyez les informations à l'écran. Et il est exactement 9h30, ici sur la côte est des États-Unis. Nous avons terminé. Je voudrais vous remercier toutes pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée internationale de la femme et des filles. Donc, continuez de faire ce travail de plaidoyer et travaillons ensemble pour changer les choses. Merci beaucoup et merci à la FMH.